Attirer, recruter et fidéliser les professionnels de la restauration. Moi, c'est Flo et dans chaque épisode, mes invités partagent leurs expériences, leurs solutions et surtout ce qui fonctionne vraiment pour construire des équipes engagées et redonner envie de rejoindre ce secteur. La manière dont on voit le travail, elle est quand même complètement en train d'évoluer et on n'accepte plus ça aussi bien dans la restauration que dans tous les autres secteurs en fait. Bienvenue dans Arrière Cuisine, le podcast qui parle sans filtre des enjeux humains de la restauration. On peut plus faire travailler les gens 80 heures par semaine, payer 39 sans sourciller en fait. Et le problème, c'est comment réussir à payer les gens correctement, ne pas les faire trop travailler, à ce que ça soit accessible pour les clients. En fait, tout ça, c'est une équation qui est quand même très complexe. Bonjour à tous, bienvenue dans Arrière Cuisine. Aujourd'hui, on reçoit Chloé Charles. Chloé Charles, bonjour. Bonjour. Tu es donc ancienne candidate de Top Chef. Tu es passée par les plus grandes maisons, Astran, Septime, l'Agapé Substance. Tu t'es forgé un parcours super créatif, exigeant. Aujourd'hui, tu es aussi chef et propriétaire de ton restaurant. Je ne sais pas si on dit restaurant ou concept, d'ailleurs, Lago. Un peu les deux. Un peu les deux, on en parlera. Mais ce qui te distingue surtout, c'est ton engagement. Tu es une chef indépendante, militante du zéro déchet, marraine notamment du label Écotable. Tu défends une cuisine responsable, locale, anti-gaspi, mais attention, sans jamais sacrifier le plaisir de la table. Tu es aussi une voix forte, et c'est un sujet qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui, pour plus d'inclusivité dans nos cuisines. Tu vas nous raconter pendant 30 minutes, 40 minutes, tes combats, ta vision des conditions de travail, leurs évolutions dans notre secteur, celui de la restauration. Chloé, peut-être pour commencer, tu peux nous parler un petit peu de comment tu rentres dans ce secteur-là, il y a quelques années maintenant. Oui, il y a 21 ans en septembre, là. Ça passe vite. Un petit bout de temps. C'est plus de la moitié de ma vie. En fait, moi j'ai commencé la restauration, je dirais pas par hasard parce que c'est pas vraiment un hasard non plus, mais en gros je me suis rendu compte que c'était un métier en troisième parce qu'une fille de ma classe voulait partir faire ce métier-là, enfin notre charcutier traiteur, mais je me suis dit en fait on peut cuisiner tous les jours de sa vie. Ça veut dire quoi se rendre compte que c'est un métier? C'est marrant ça. Parce que moi j'ai pas du tout de modèle de personnes qui sont dans la restauration ou même les métiers de bouche de manière générale dans mon entourage proche. Et du coup j'avais jamais réfléchi au fait qu'on pouvait cuisiner tous les jours et même être payé pour ça en fait. Par contre j'ai toujours adoré manger, cuisiner, préparer. Je me suis toujours passionné pour ça et j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance qui ont à voir avec la cuisine. Là où vraiment on peut se dire que je suis pas très maligne, c'est que j'allais aux portes ouvertes de Ferrandi depuis que j'étais toute petite avec mes parents parce qu'on habitait en face. Donc j'avais quand même le modèle de l'école et tout, mais je sais pas, je m'étais jamais dit je vais pouvoir faire ça toute ma vie quoi. Et tu sais l'expliquer, il y a une raison derrière ça? Ou c'est... Non, je pense pas. Je pense que quand j'ai réalisé ça, j'avais quoi en troisième, on a 14-15 ans ou un truc comme ça. J'avais 14 ans. Et en fait, je pense que j'avais jamais réfléchi à ça. Puis c'est pas facile de savoir ce qu'on veut faire. Enfin, je veux dire, le monde du travail, c'est un peu abstrait quand on est en troisième, qu'on est... Ouais, surtout à 14-15 ans, justement. Ouais. Je pense que c'est un truc, on se rend pas trop compte de ce que ça veut dire exactement et tout. Mais ce qui est assez marrant, c'est que le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est que j'allais pouvoir être payé pour faire la cuisine. Et même encore aujourd'hui, il y a certains projets pour lesquels je suis rémunéré et que je pourrais faire presque gratuitement tellement je m'éclate, quoi. Parce que vraie passion derrière, en fait. Ouais, exactement. Donc, même encore aujourd'hui, il y a des moments où je me dis genre, wow, mais c'est tellement... Enfin, je me considère comme extrêmement chanceuse d'aimer énormément ce que je fais, d'être contente de rentrer de vacances, je suis très contente de partir en vacances dans 2 semaines aussi, faut pas non plus abuser. Je partage. Moi aussi. Mais par contre, d'être vraiment animé par mon métier. Enfin, je conçois pas ma vie sans mon métier et sans travailler, quoi. Et la cuisine était déjà présente donc là, tu as 15 ans, tu te dis, ok, c'est un vrai métier et en plus, je peux gagner ma vie en faisant ça. La cuisine est présente dans ta vie pour des raisons
familiale ou vraiment tu t'es construite toute seule autour de ce sujet-là? La cuisine est présente, oui, parce qu'il faut qu'on mange. Ouais, alors malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui mangent, mais la cuisine n'est plus beaucoup présente. Oui, c'est sûr, mais on est quand même, du coup, on est dans les années, on est fin 90, début 2000, donc on est quand même en tout cas à la maison, on cuisine, et puis après, on cuisine aussi beaucoup. Moi, je cuisine beaucoup en vacances, ça fait quand même pas mal partie de la vie, d'aimer bien manger, d'aimer manger des trucs bons, pas forcément hyper cuisinés, mais surtout à la maison, au quotidien. Du côté de mon père, c'est beaucoup de produits bruts, mais de très bonne qualité. Et du côté de ma mère, ma mère, c'était plus celle qui cuisinait, mais en même temps, elle était chef d'entreprise. On était 3 enfants. Donc, en vrai, gérer... pas beaucoup de temps, quoi. Ouais, pas beaucoup de temps non plus. Mais surtout, la base, c'est vraiment que j'aimais manger, en fait. Le point de départ, c'est j'aime manger, du coup, j'aime bien cuisiner. Et je peux en faire un métier. Est-ce que je peux faire ça toute ma vie, quoi. Et donc, ton parcours, c'est quoi à partir de ce moment-là? En 3e, du coup, révélation. Direct, je dis à mes parents, moi, j'arrête tout, je veux faire ça. Ils me disent non, tu passes ton bac général. Donc je passe mon bac général vraiment en mode strict minimum. De toute façon. Mais du coup, tu dis adieu à la cuisine pendant 3 ans, quoi. Ouais. Par contre, toutes les vacances scolaires, je vais faire des stages dans des restaurants. Okay. Mes parents m'ont toujours dit tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie, c'est toi qui vas choisir. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de. Vraiment, tu pourras tout choisir. Sur le moment, je leur en ai voulu parce que moi, je voulais vraiment faire de la cuisine et pour moi, c'était entre guillemets 3 années de perdu. Après, a posteriori, et ça rejoint la discussion qu'on va avoir, je pense que 15 ans, c'est quand même très très jeune pour entrer dans ce milieu-là. Que grâce à eux, en fait, j'ai quand même pu profiter de mon lycée, même si j'étais pas au bon endroit entre guillemets. J'ai eu une vie sociale de lycéenne. J'ai pu être en phase aussi physiquement avec mon âge, parce qu'en fait c'est con, mais quand je dis physiquement, c'est pas en phase, c'est plutôt en forme que j'aurais dû dire. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé la cuisine, donc c'était directement après le bac, je pense que quand on démarre la cuisine, le plus compliqué finalement, c'est de s'adapter physiquement à rester debout dans un endroit où il fait très chaud. À l'époque, on parlait pas encore c'était pas du tout encore la révolution des conditions de travail et compagnie. Donc moi, en tant qu'apprenti, je commençais à 8h du matin, je terminais à 23h30. Je m'arrêtais 1h30, 2h l'après-midi. Et en fait, ce rythme-là, il est largement faisable, mais il faut s'y habituer et ça prend quand même du temps. J'étais dans une condition physique où j'étais vraiment très fatigué. Et je pense que si j'avais commencé à 15 ans, en fait, j'aurais été mise exactement dans les mêmes conditions, parce qu'en réalité, le droit du travail n'était pas du tout respecté à cette époque-là. Pas encore toujours aujourd'hui, mais on tend quand même vers le mieux. À l'époque, en fait, c'était vraiment t'as envie de faire ce métier, tu bosses, quoi, peu importe ton âge. A posteriori, je me dis que j'ai bien fait de passer un bac général juste pour avoir ces 3 années-là et être majeur ou presque, parce que je suis né en fin d'année, donc j'étais presque majeur quand j'ai commencé. Aussi un peu plus mature, parce que mine de rien, pour le coup, pour avoir travaillé avec des apprentis qui sortent de 3e, à 15 ans, on est quand même on est un enfant, quoi. T'es un gamin à 15 ans, ouais. Je veux dire, dans la manière de... moi, je me souviens avoir eu un apprenti à qui on a dû à qui on a dû dire genre faudra peut-être commencer à mettre du déodorant parce que là les hormones ça bosse et ça commence à être un peu critique, qui voyait pas du tout le monde du travail. C'est quand même déjà que c'est rude de manière générale, mais alors tu rentres dans la restauration, il y a des restaurants où, surtout à l'époque, à 15 ans, limite, entre guillemets, tu devrais pas voir ça, quoi. Donc, ça fait plusieurs fois que tu dis à l'époque, surtout à l'époque, ouais. Tu considères que ça a beaucoup changé aujourd'hui ? Je pense que ça a pas mal changé. Après, je pense que mon prisme est complètement biaisé aussi, parce que moi, maintenant, ça fait 9 ans que j'entreprends, et donc je suis à mon compte. Donc forcément, j'ai plus la même vision, vu que je suis devenue entrepreneuse. J'ai plus personne au-dessus de moi.
Et voilà. Après, je, 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 je vois quand même comment ça se passe dans les cuisines. Je reste quand même connecté à plein de copains qui sont encore salariés enfin, de gens qui travaillent dans la restauration de manière générale. Je suis pas au cœur des cuisines, mais Oui, mais tu vois encore bien ce qui je vois s'y quand même passe, bien quoi. ce qui se passe et c'est quand même pas la même chose qu'avant. C'est quoi les gros changements, tu trouves? Bah, les gros changements, déjà, c'est que. Et je dis pas que ça n'existe plus, parce qu'en vrai, je sais que ça existe encore, mais c'est que typiquement, on peut plus. Mais parce que les salariés ont beaucoup bossé là-dessus, on peut plus faire travailler les gens 80 heures par semaine, payés 39 sans sourciller, en fait. Alors que aujourd'hui, je dis pas que ça n'existe plus, encore une fois, mais c'est quand même de moins en moins le cas. Il y a pas mal de restaurateurs qui trouvent quand même des techniques pour que ça soit viable aussi pour tout le monde, parce qu'il y a un sujet dont il faut parler, c'est comment est-ce comment dire, on donne un grand coup de pied dans la fourmilière de ce secteur pour que ça aille mieux côté salariat, mais que ça soit quand même aussi viable côté patron, parce que Ah bah, il y a une équation économique à tenir, hein, c'est oui, sûr. oui, oui. Et le problème, c'est que la raison aussi pour laquelle on a fait autant travailler les salariés, c'était que en fait, il fallait que ça soit viable économiquement. Alors, à l'époque, être restaurateur, tu gagnais bien ta vie et c'était un bon métier. À partir du moment où tu avais ton restaurant, c'était plutôt viable et tout. Aujourd'hui, c'est quand même déjà beaucoup plus compliqué. Enfin, moi, le nombre de copains que je connais qui ont leur resto depuis 5 ans, qui se payent toujours pas, ou très peu, et qui se disent genre, bon, bah allez, dans 2 ans, j'ai remboursé mon prêt, je vendrai mon fonds de commerce et comme ça me paiera toutes ces années où j'ai travaillé en réussissant à me payer qu'à moitié. Il y en a quand même vraiment beaucoup. Et le problème, c'est comment réussir à payer les gens correctement, ne pas les faire trop travailler, à ce que ça soit accessible pour les clients. Et que les clients qui ont quand même une idée très précise de ce qu'ils veulent payer au restaurant, enfin, tout ça pas trop cher non plus. Enfin, en fait, tout ça, c'est une équation qui est quand même très complexe. Et il faut absolument que ça passe par faire moins travailler les salariés, parce que c'est pas possible de travailler autant, c'est pas possible d'être payé 39 heures, d'en bosser 80, à savoir le double. Comment est-ce qu'on va faire perdurer finalement le petit resto traditionnel indépendant dans lequel il y a entre 30 et 60 couverts, un patron, une patronne en salle ou en cuisine, voire un binôme, mais voilà, 4-5 employés et qui font une cuisine maison avec des produits frais et de pas trop mauvaise qualité, quoi. Enfin, il y a un vrai sujet sur ce modèle de restauration-là pour que les patrons puissent en vivre, les salariés aient un salaire décent et une vie à côté, et que ça soit accessible pour les clients. Enfin, que ça reste une sortie faisable. On en parlait un peu avec Jean Covillo, que tu connais bien, de ce sujet-là, et qui lui a axé aussi beaucoup sur cette espèce de changement que doit opérer le secteur, qui est en train de s'opérer, mais avec des cartes beaucoup plus simples, peut-être revenir sur des produits aussi plus simples, où tu as des marges plus intéressantes. Et donc c'est pas juste en fait c'est aussi ce qu'on cuisine, ce qu'on va proposer aux clients qui participe à la réponse sur ce sujet-là. Si on revient sur vraiment le sujet du management que tu évoquais un peu, est-ce que toi, tu as eu, j'imagine, on sent que c'est vissé en toi la restauration. Est-ce que quand même il y a des moments où tu t'es dit tout ce que tu viens de nous décrire, quoi, genre en fait je vais pas tenir une vie entière là-dessus. Et est-ce que à l'inverse, tu es tombé sur des modèles où tu t'es dit waouh, cette chef, ce chef, c'est la raison, ou c'est la raison pour laquelle j'ai envie de continuer dans ce secteur-là? Déjà, moi j'ai fait mon apprentissage à l'Épi du Pain, qui est un restaurant qui a fermé aujourd'hui. Le chef, c'était François Pasteau. Et à l'époque, je me souviens, donc c'est vraiment ma première année de cuisine. Je passe mon CAP, première année et tout. Et je me dis, c'est sûr que je veux faire ce métier-là. En revanche, je veux pas sa vie. Il va falloir que je trouve un truc. Je sais pas encore ce que c'est, mais il va falloir que je trouve un truc pour que je fasse ce métier-là différemment, finalement. Parce que je le vois, lui, donc moi là j'ai 18 ans, lui il doit en avoir 45 ou un truc comme ça. Il se lève 2 fois par semaine à 3h du matin pour aller à Rungis.
Il travaille de 8h à minuit du lundi au vendredi. Alors, et encore à l'époque, chose très rare, il fermait le week-end. C'était un des très très rares restos qui était fermé le week-end. De toute façon, il était plein tout le temps. Donc, vu qu'il avait des enfants, il fermait le week-end parce qu'il disait un truc qui était pas faux. Il dit que je sois plein le lundi ou le samedi. De toute façon, je suis plein, donc autant être. Pareil. Donc autant être avec mes enfants le week-end. Ouais. Et donc d'ailleurs dans ma classe tout le monde m'enviait parce que tout le monde était là genre tu bosses pas le week-end et tout. Ok voilà. Mais c'est pas fréquent dans le secteur. Hein, aujourd'hui ça l'est de plus en plus, mais à l'époque ça ne l'était pas, surtout à Paris. Et là donc vraiment je me dis t'y réfléchiras plus tard parce qu'en soi, là j'étais en mode genre je vais apprendre le métier de la cuisine, je vais foncer et tout. Et surtout à cette époque-là, moi j'ai un objectif, c'est de me dire je vais travailler jusqu'à mes 30 ans en tant que salarié, apprendre le métier, emmagasiner plein de savoirs, voir plein de cuisines différentes. Et à 30 ans, j'aurai mon restaurant. Et en fait, moi je suis assez. À 18 ans, tu te fais ce plan-là. Ouais, vraiment. Et surtout, je me dis en revanche, il faudra que je regarde comment faire parce que. Et ça, par contre, j'avais un peu tort. À 45 ans, je serais vieille et du coup, je pourrais plus. On tend à relativiser avec le temps, ça. Et du coup, physiquement, je pourrais plus tenir comme aujourd'hui, quoi. Bon, je suis en train de revoir un peu ma copie maintenant que j'ai 38 ans, mais sinon, je pense que j'avais quand même pas tout à fait tort sur la vision, sur la manière dont je voyais les choses. Et 2 ans plus tard, je vais à l'Astrance. Et là, je travaille donc dans un 3 étoiles. Pour le coup, encore plus fort que les Pieds du Pain, il est fermé samedi, dimanche et lundi. Et à l'époque, c'était vraiment pas commun. Donc soit tu as de la chance, soit vraiment tu faisais exprès. En fait, tu non, je faisais pas exprès en plus. Pour le coup, c'est plutôt du bol. Et là, en fait, je me rends compte qu'il y a un chef qui a déjà un discours qui dit je peux pas compresser le temps. Et pour le coup, il avait pas du tout la solution de dire ok, on va travailler 39 heures par semaine, mais par contre, vous allez bosser 4 jours à fond. Donc en fait, on commençait le matin et on s'arrêtait quasiment pas de la journée jusqu'à minuit en gros. Mais lui, la technique qu'il avait trouvée, c'était de dire vous avez 3 jours de week-end. Et à l'époque, c'était vraiment pas commun du tout. Et d'ailleurs, moi, je me souviens très bien sur les premières semaines, le lundi, de me réveiller, de me dire je suis pas allé travailler. Et alors quand je disais genre mais non, je suis en repos en fait. Et c'est vrai que ces 3 jours-là, en fait, ils changeaient tout parce que même si tu bossais jusqu'à minuit tout le reste de la semaine. Après moi en fait, je veux dire pour le coup là, ça fait, en l'occurrence c'est ma 3e année, mais ça fait 2 ans que de toute façon, à partir du moment où je bosse, je travaille de 8h30 le matin à 23h, 23h30, minuit. Donc éventuellement en m'arrêtant l'après-midi, mais je veux dire la coupure, c'est pas pour rien que c'est un sujet aussi aujourd'hui, c'est quand même un sacré délire parce que la plupart du temps t'as pas le temps de rentrer chez toi, au pire tu vas glander 1 heure dans ton canapé puis après tu retournes travailler. C'est pas un truc qui est c'est pas fou en vrai comme truc la coupure. Ah non, c'est suffisamment remis en cause aujourd'hui. T'as un avis, toi, là-dessus ? Typiquement, tu l'appliques dans ton établissement et plutôt sur des événements privés, mais chez Lago, non. Après, par exemple, là, je signe la carte d'un resto qui s'appelle Plateforme dans le 13e et c'est moi qui ai monté les équipes, qui ai recruté les équipes et qui ai fait les emplois du temps. Et en fait, pour des histoires aussi de masse salariale et d'emploi du temps, on est quand même obligé de faire des coupures aux gens si on veut être ouvert. Là, en l'occurrence, c'est ouvert 7-7 midi et soir. 3 continues et 2 coupures. Donc, continue, c'est soit tu travailles, tu commences à 15h30, tu finis à minuit, soit tu commences à 8h30 et tu finis à 15h30 ou 16h30. J'ai oublié exactement, mais c'est ça. Et pour recruter tous ces gens-là, t'as fait comment ? C'est quoi les outils que tu as utilisés ? Instagram. Ouais. Non, mais tu rigoles, ça revient souvent. Hein, Instagram, aussi parce que je recrute pas souvent. Donc toi, tu partageais les offres sur Insta ?
Ouais, donc en fait, non, c'est même carrément moi qui postais, en mode genre je recrute pour un nouveau projet, et après en étant très transparente avec les gens, c'est vraiment un projet où je signe la carte, où j'y suis une fois par semaine, je modifie au fur et à mesure la carte, on l'améliore et tout. Après, c'est mon chef là-bas qui bosse sur place, qui gère les équipes au quotidien. Et je pense que la manière dont c'est viable, c'est en recrutant la bonne personne au poste à responsabilité. Euh, et, euh, et voilà, pour que ça soit, pour que en fait finalement mon identité et la manière dont je gère l'équipe, elle soit suffisamment retranscrite. Donc pour le coup, Sacha, mon chef, c'est quelqu'un que je connaissais d'avant, avec qui j'ai travaillé. Je sais qu'on a les mêmes valeurs, on a travaillé dans les mêmes restaurants, on a la même idée aussi des produits, de la manière dont on cuisine et tout. Et je savais que une fois que j'ai le bon manager au bon endroit derrière, normalement ça va quand même relativement bien, quoi. Moi je trouve que vraiment pour le coup le management ça descend, c'est-à-dire que un chef qui gueule, du coup il gueule sur son second, qui gueule sur les chefs de partie, qui gueule sur les commis, qui gueule, enfin en fait ça ruisselle, quoi. Ouais. Donc et ça, c'est pas bon, alors qu'un chef qui essaye quand même d'insuffler une bonne ambiance certes de travail tout en restant concentré, mais avec une ambiance de travail agréable. Je veux dire, c'est largement faisable et ça, pour moi même, je trouve que ça se ressent à travers la cuisine. Et pourtant, on en parlait hors micro au tout début, mais on a tendance quand même à encenser, en tout cas à mettre un côté un peu glamour sur les chefs, le chef d'ailleurs plutôt qui hurle en cuisine. C'est en train de passer de mode, ça, ou... Je pense que c'est impressionnant pour le grand public parce que c'est toujours parce que finalement on a tous un espèce de côté enfantin qui aime bien voir l'autre se faire gronder par la maîtresse, en gros. Ah, tu penses que c'est ça? Non, mais je pense qu'il y a un espèce de truc un peu oulala, j'aimerais pas être à sa place. Voilà. Après, là où c'est en train de passer de mode, c'est que, je veux dire, c'est quand même de plus en plus dénoncé et de manière globale. Là, si on parle même pas de la restauration, si on parle du monde du travail, la manière dont on voit le travail, elle est quand même complètement en train d'évoluer et on n'accepte plus ça aussi bien dans la restauration que dans tous les autres secteurs, en fait. Et oui. Sauf que dans la restauration, je sais pas, il y avait un truc un peu comme on est, je sais pas, on est debout, on manipule des trucs chauds, on a des couteaux dans les mains et tout. Je sais pas ce que s'imagine. On a le droit de crier. Et pourtant, la restauration, c'est un métier que tu fais en même temps que les gens le consomment d'une certaine façon. Ouais. Donc c'est un métier en live et les cuisines sont de plus en plus pas forcément ouvertes, mais en tout cas visibles, avec un intérêt pour les clients pour ça. Donc tu pourrais penser que cette espèce de pression un peu de la salle, c'est désagréable. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans un restaurant où sentir que l'ambiance en cuisine, c'était chaud. T'es pas à l'aise en tant que client, quoi. Donc tout ça doit jouer, ça doit jouer aussi, quoi. Après, il y a je pense qu'il y a des services où ça se ressent. Moi, j'ai été dans des cuisines avec un chef complètement, qui était hyper dur et même, j'allais dire complètement zinzin, c'est un peu le cas en vrai. Et je me souviens un jour, il y a une serveuse qui fait tomber une fourchette, et là, il y a toute la salle qui se glace en mode genre, qu'est-ce qui va se passer maintenant, quoi. Et alors alors, il s'est rien passé, mais parce que je pense qu'on l'a tous ressenti, et le chef inclus, et donc il s'est rien passé, mais c'est vrai que c'est fou. On n'est pas, je veux dire, quand on est au restaurant, on est quand même là pour passer un moment, et c'est marrant parce que j'avais dans ce même restaurant, j'ai une copine urgentiste qui était venue manger, et elle m'avait dit que c'était plus stressant. Que le service et le moment qu'elle avait passé au restaurant, elle trouvait que c'était plus stressant que le service des urgences. Ah ouais, il y a un problème là. Et du coup, j'étais là genre, ah ouais, ok, d'accord. Ouais, donc toi, tu sauves des vies, c'est pas trop stressant. Et moi, je fais à manger à des gens qui sont là pour kiffer, et c'est très stressant. Il y a un petit souci. T'es resté longtemps là? T'es resté longtemps là-bas ou... Je suis resté 8 mois. Au bout du mois, j'étais rincé. Le problème de la restauration, c'est que je pense qu'il y a un apprentissage aussi à l'école. En fait, c'est dès l'école où on nous apprend que
travailler beaucoup, être particulièrement fort, être capable de se dépasser complètement physiquement, et que plus on donne, mieux c'est et compagnie. C'est un truc qu'on nous apprend dès l'école, dès l'apprentissage, et que ça reste assez ancré en nous quand on nous l'a inculqué comme ça, surtout quand on commence tôt, comme moi j'ai commencé tôt, et que c'est assez dur de s'en défaire en fait, je pense qu'on est vraiment matrixé. En fait, tu bosses tellement 5 jours sur 7, tu t'apprends à oublier complètement ce que c'est que la fatigue, à plus du tout écouter ton corps et compagnie. Mais en revanche, les 2 jours de week-end que tu vis, toutes les émotions, elles sont complètement exacerbées en fait. Je passais mon week-end à aller au resto et voir des copains et compagnie, mais en fait, t'as tellement pas eu de temps pour toi la semaine que le week-end, tu trouves ça complètement ouf en fait. Pour moi, cette période de ma vie n'est pas un mauvais souvenir, mais même si je suis complètement consciente que y a j'ai un truc qui débloque complètement, c'est-à-dire que c'est un peu un espèce de syndrome de Stockholm avec le secteur. Ouais, avec le secteur exactement, pas vis-à-vis d'une personne, mais plus vis-à-vis du secteur. Mais et en fait, ce qui est hyper dur, parce qu'on parlait de comment est-ce qu'on peut repenser le métier et compagnie. Ce qui est hyper dur, et c'est des sujets auxquels je réfléchis beaucoup, je me renseigne beaucoup et compagnie. En fait, même si je suis en train d'inventer complètement un autre modèle et de voir la restauration complètement différemment, je suis là genre, ouais, mais c'est quand même pas mal de bosser vraiment beaucoup quand on démarre le métier. Et en fait, et dans ma tête, en même temps, je suis là genre, mais pas du tout. Enfin, il y a plein d'autres manières de le faire, il y a plein d'autres manières de penser ce métier-là. Mais en fait, t'es complètement matrixé aussi. Donc, en fait, tu réfléchis à des sujets qui sont passionnants, primordiaux et compagnie, mais sans... Enfin, tu vois, avec un peu le comment faire autrement en même temps, quoi. Et en même temps, je fais complètement autrement. Enfin, du coup, je suis un peu schizophrène sur le sujet. Non, je vois ce que tu veux dire et qui est difficile à exprimer et qui est... en fait, ça m'a servi. Ce que tu es en train de dire, c'est j'ai quand même pris du plaisir dans ce moment qui était un peu fou. Et 2, tu te dis, j'ai quand même appris énormément dans cette période-là, même si ça a été une période hyper difficile à certains égards. Et je comprends qu'à posteriori, tu me dis, presque je souhaite ça à personne. Et en même temps... est-ce qu'il y a une autre façon de faire, quoi? Il y a clairement une autre façon de faire, et en même temps, comme tu dis, j'ai pris du plaisir et j'ai kiffé, mais aussi parce que je suis passionné par ce métier-là. Après, il y a quand même un vrai sujet, c'est que on est beaucoup de passionnés dans ce secteur, parce que je pense qu'il faut être quand même sacrément passionné pour faire ce métier. Mais on parle beaucoup des problèmes de recrutement et de l'arrivée de nouveaux apprentis, travailleurs dans le secteur et compagnie. Il y a plein de secteurs qui sont tout aussi difficiles, exigeants, et avec tout autant de gens passionnés, où tout le monde n'a pas forcément besoin d'être passionné. Et on pourrait accueillir beaucoup, beaucoup plus de monde si la condition sine qua non pour exercer ce métier correctement, c'était pas d'être passionné. Tu penses qu'aujourd'hui, il y a une espèce de discrimination à est-ce que tu l'as en toi ou pas, quoi? Bah, un peu. Et moi, je veux dire, quand je dis ça, moi, depuis que j'ai mis un pied en cuisine, c'est genre... ah non, mais de toute façon, si tu comptes tes heures, c'est que t'as pas envie, c'est que t'as pas... Enfin, c'est presque devenu un argument. Ouais. C'est qu'en fait, t'es pas faite pour faire ce métier. Si tu comptes tes heures, c'est que t'es pas faite pour faire ce métier. Et ça, je peux t'assurer que toutes les personnes qui ont commencé la restauration ont entendu cette phrase. C'est obligé. Enfin, c'est vraiment un truc genre qu'on te met dans la tête, et voire même que les profs à l'école de cuisine te mettent dans la tête. Donc, forcément, avec la manière dont on repense le travail et compagnie, c'est un peu compliqué. Ça s'entrechoque. Ouais, tu te dis un peu genre, attends, est-ce que vraiment je suis faite pour ça? Et je pense qu'il y a plein de gens qui seraient peut-être pas aussi passionnés que moi, aussi mordus à penser qu'à ça et compagnie, qui pourraient être des super éléments dans ce secteur, comme il y a des super éléments je sais pas, dans tous les secteurs. Je veux dire, il y a des gens qui travaillent sans être forcément hyper passionnés, mais qui en même temps ont envie de bien faire, sont des gens qui sont de bonne composition, de bonne humeur le matin, qui font leur boulot, qui rentrent à la maison et qui ont accompli les tâches de la meilleure manière qui soit, et qui pourraient très bien accomplir les tâches de la meilleure manière qui soit dans des restaurants.
mais sans dépasser les heures et sans non plus être forcément des gros geeks de la cuisine. Enfin, je veux dire, on n'est pas forcément tous obligés d'être animés par ce qu'on fait. Non, mais c'est marrant ce que tu dis. Arrêtons un peu de décrire le secteur comme un truc de fou furieux où tu es obligé d'être passionné de dingue pour pouvoir travailler dedans. Parce qu'en fait, on fait peut-être fuir des gens qui seraient très très bons dans le secteur, oui, mais qui ont peut-être en effet un peu moins cette flamme. Exactement. Et puis surtout, on voit beaucoup. Enfin, je sais pas, tu vois, par exemple, si je prends mon cas, en fait, le côté Top Chef très médiatisé, avec, enfin, tu vois, vraiment, comment dire. En fait, comme si la seule manière d'exercer ce métier, c'était ça. C'était le fait de penser qu'à ça et d'être forcément obligé. Tu vois, on parle énormément du guide Michelin, par exemple. Et moi, on m'a déjà posé la question, est-ce que finalement le Graal, c'est pas le guide Michelin? Mais pas du tout. Enfin, pourquoi est-ce que forcément, si tu fais de la cuisine, tu as forcément envie d'atteindre le style de restauration qui est la restauration étoilée? Pas forcément. Tu peux avoir envie de faire des carottes râpées dans un routier et t'éclater et passer ta vie à faire des carottes râpées dans un routier en travaillant 35 heures par semaine, les faire hyper bien pour régaler des gens qui conduisent sur la route toute la journée et qui ont besoin de se nourrir correctement, tu vois. Et pourquoi est-ce que ça serait moins noble que d'aller bosser dans un palace? Enfin, qui a décidé de ça, en fait? Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça touche même, parce que là tu parlais de secteurs différents ou de métiers différents, mais en fait même au sein de la restauration, tu as en effet le métier de chef qui aujourd'hui est extrêmement glorifié et plein de glamour, comme tu disais. Puis tu as des métiers, les métiers de la salle, on les voit jamais, ils sont pas particulièrement valorisés. C'est nul. Parce qu'en vrai, un restaurant sans la salle, c'est pas un restaurant en fait. Il y a une super phrase qui dit tu viens au restaurant pour la cuisine et tu reviens pour la salle. Bien sûr, c'est vrai. Oui, c'est complètement vrai. Et on sent qu'aujourd'hui on a du mal, alors il y a pas mal d'initiatives, mais on sent qu'on a du mal à mettre ces métiers en avant. Peut-être parce qu'ils correspondent moins aussi aux méthodes de mise en avant actuelles. Un top chef sur un top salle, ça marcherait moins bien parce que ça passe probablement moins bien à la télé. Et donc c'est sûr qu'il y a des choses à réfléchir autour de la valorisation, de la mise en avant des métiers. Toi, il y a des choses là dans ce nouveau projet, la plateforme, c'est ça, tu disais, que tu as mis en place. Tu nous parlais un petit peu des 2 coupures, donc réduire le nombre de coupures. Est-ce qu'il y a d'autres, je sais pas, des événements, des événements au sein de l'équipe, une façon en tout cas de traiter ton équipe de manière un peu différente de ce qui se fait habituellement? Alors déjà, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que plateforme, c'est saisonnier. Là, ça a ouvert en mai et ça termine mi-octobre. Donc c'est quand même très court. C'est sur, tout le monde est en CDD. C'est 4 mois, 5 mois. Ouais, c'est 5 mois, donc c'est quand même un peu particulier. Après, je veux dire, c'est assez intense. Parce que c'est un restaurant qui est en bord de Seine, donc quand il fait beau, c'est blindé. Quand il fait un peu moins beau, il y a un peu moins de monde. Après, le premier truc qu'on essaye de respecter, et que pour le coup, qui est respecté, c'est le nombre d'heures de travail, une pointeuse, toutes les heures subpayées. C'est de moins en moins rare dans la restauration, mais c'est quand même pas encore si visible que ça. Et ça, pour le coup, ça a été vraiment un truc sur lequel j'ai insisté à tous les postes. L'idée vraiment de respecter les heures de travail de chacun. Et de les rémunérer. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que le patron de tout ça est quand même assez conscient de ça. Et il a pas tort, en fait. Ce qu'il dit, c'est moi, je préfère prendre des extras pour éviter que tout le monde fasse des heures sup à gogo. Histoire que, de toute façon, je vais devoir payer en plus. Prenons des extras réguliers. Variabiliser un peu plus la gestion du gestion de la fatigue, quoi. C'est-à-dire que le curseur de fatigue, du coup, tu le répartis sur plusieurs personnes plutôt que de le laisser s'accumuler sur seulement quelques personnes. Ouais. Il en reste pas moins que il y a quand même quelques heures sup qui sont faites. Il y a aussi des moments où il y a un peu moins d'heures parce que quand il y a une énorme pluie et une soirée où il faut fermer, il y a un peu moins d'heures, donc du coup elles sont rattrapées. Enfin, on essaie de jongler comme ça et pour le coup, en fait, ce qui est cool, c'est que quand ça se passe bien comme ça,
C'est vraiment donnant-donnant. C'est-à-dire que les employés sont conscients Vous faites qu'on fait ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien et et que la majorité soit... que les heures soient payées, qu'il n'y ait pas trop d'heures sup qui soient générées et compagnie. Et du coup, quand en fait c'est eux qui font pas autant d'heures que prévu, c'est complètement ok de réussir à les décaler sur des jours où il y en a plus besoin. Okay. Et je pense que c'est ça en fait, c'est un peu ça la clé du succès, c'est de certes vous me donnez beaucoup parce que vous travaillez pour moi, mais par contre moi je vous rends vraiment en retour quoi. Il y a un vrai je suis consciente de tout ce que vous pouvez donner pour ma boîte et donc je vais vous rendre en retour et je pense que c'est ça, c'est une des clés du succès. C'est du respect en fait tout simplement, je pense. De la reconnaissance. C'est du respect, de la reconnaissance, c'est dire merci, quand les gens s'en vont, traiter les erreurs une fois que le coup de jus est passé pour éviter qu'elles se reproduisent parce qu'en fait ça sert à rien de chercher des coupables tout le temps sur le moment, mais en fait, il faut trouver des solutions parce que je pense que le principal job d'un manager, c'est de trouver des solutions en permanence. Comment est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que tu as besoin d'une checklist ? Est-ce que tu as besoin qu'il y ait quelqu'un, que vous soyez deux, à aller vérifier ton poste de travail pour que ça ne soit pas oublié ? Est-ce que c'est bon maintenant que tu l'as fait, t'as enregistré ? Et tout ça en fait, ça petit à petit ça fait que ça s'améliore et en fait le respect amène le respect. En fait tout est un cercle vertueux et je trouve qu'au final tout va mieux. Et puis moi c'est une phrase qu'on entend, qui paraît hyper bateau, mais vraiment encore une fois on fait à manger à des gens quoi. Donc moi ce que je dis souvent c'est qu'ils me disent ouais mais là ils vont attendre et en fait c'est moi-même chef de cuisine qui sont là genre mais ils vont attendre. Je veux dire, les gens qui sont là, que ce soit chez Lago ou chez Plateforme, en réalité, la plupart du temps, ils sont là pour fêter un truc. Ils sont sur les quais de Seine ou chez Lago avec un verre à la main. Ils sont généralement, c'est plutôt des groupes. Il y a de la musique. En vrai, ils savent même pas s'il y a 2 ou 10 minutes qui sont passées. En vrai, la plupart du temps, il n'y a pas de raison que ça se passe mal en fait. On est des restaurants de loisirs en fait. Donc à partir du moment où les gens sont là, je veux dire, s'ils nous ont pas donné un timing à respecter parce qu'en fait ils avaient un train à prendre, on n'est pas à 3 minutes près quoi. C'est pas la fin du monde. Ni même à 5, 7, 8. En fait il faut un peu mettre de côté le client est roi. En fait c'est une phrase vraiment qui a été entendue. Alors parfois il y a certains établissements quand même qui vont un peu trop dans le curseur dans l'autre sens. Mais en fait, il faut trouver le juste milieu entre non, le client n'est pas roi, le client n'est pas non plus complètement un gros pigeon dont on a rien à foutre. Mais par contre, on peut clairement, trouver des compromis et faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Donc, je suis d'accord. Voilà, mais c'est marrant parce que quand je dis ça, en fait, je suis là genre, ok, d'accord. En fait, t'es en train de dire des phrases de bon sens, mais c'est vrai que ma première place de chef, j'étais à Fulgurance. Et moi-même, parfois, je perdais un peu pied pendant les services, surtout sur les premiers vraiment gros services. Et ça m'est arrivé 2-3 fois de dire à toute l'équipe, genre, ok, en fait, tout le monde arrête là, tout le monde lâche tout. Et en fait, on va regarder la salle, on va regarder les clients, puis on va compter jusqu'à 10. Et en fait, on va se rendre compte que... Il se passe rien. Il se passe rien. Qu'il se passe rien du tout, en fait. Vraiment, on est en train de leur servir à manger, et entre guillemets, c'est complètement bateau, c'est presque un peu nul ce qui se passe. Donc on va redescendre un peu, on va réorganiser les postes de travail et puis on va continuer à bosser, mais il n'y a aucune raison qu'on parte complètement en panique. Je veux dire, il n'y a pas de... Tu vois, ma pote urgentiste, elle peut parfois partir... mais au contraire, parfois, ouais, je pense que ça part un peu en mode genre, waouh, qu'est-ce qu'on fait ? Mais il y a un truc qui est réel, en fait, entre ses mains. Nous, vraiment, on est dans du pur... Non, mais tu l'as dit, il y a un pur côté loisir, ouais, c'est ça. Donc, je veux dire, à partir de ce moment-là, soyons indulgents, quoi. Et puis, et je pense même que finalement, on se met beaucoup plus la pression que les clients ont d'attente envers nous, en fait, finalement. C'est-à-dire que les clients ont moins d'attente que nous, on se met la pression pour les servir le plus vite possible, le mieux possible, et compagnie. Et je pense que quand on réalise ça, et qu'on réussit, en fait, c'est une bonne équation entre avoir envie de bien faire et de faire plaisir aux gens
et réaliser que, en réalité, tout va bien se passer en fait, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne peut pas mal se passer en fait. On a un dernier sujet qu'on n'a pas abordé, je sais qu'il t'est cher, c'est celui de la place des femmes en restauration, même de manière plus générale. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous faire un petit état des lieux de ce que tu constates toi autour de toi? C'est sûr que pendant des années, on a quand même plus parlé des grands chefs que des grandes chefs, à la fin. On sent que c'est clairement en train d'évoluer pour le mieux. Mais je suis preneur de ton regard et de ce qui reste encore à accomplir sur ce sujet-là. Déjà, c'est assez marrant que tu parles des grands chefs. Je mets des guillemets un peu exprès. Parce que déjà, moi, je pense que ce qu'on appelle les grands chefs, la plupart du temps, c'est ceux qui ont des étoiles, finalement. Donc, ça concerne vraiment un pan de la gastronomie qui est, somme toute, assez minime. Mais comme je disais, c'est vraiment pas une fin en soi. Et en revanche, je pense que c'est assez... même si j'aime pas parler de tout à travers le prisme du genre, mais je trouve que c'est quand même assez genré de vouloir être le meilleur, de vouloir avoir la récompense, de vouloir aller chercher, aller montrer que on est capable de machin et tout. Et je pense que c'est une des raisons, c'est une des raisons, hein, c'est pas du tout la seule raison, mais je pense que c'est une des raisons pour laquelle il y a quand même moins de femmes qui aspirent à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de chefs, eux, qui seraient largement capables d'avoir des étoiles, mais qui juste n'ont pas du tout envie d'aller se lancer là-dedans. Je pense notamment à Tatiana Leva au Servant, par exemple, qui si jamais un jour l'envie lui prend, à mon avis, elle peut avoir 2 étoiles assez facilement. Facilement, il va falloir qu'elle bosse comme tout le monde, mais en tout cas, elle est largement capable d'aller chercher ça. En fait, on parle tout le temps de genre, il y a beaucoup de grands chefs, mais il n'y a pas beaucoup de grandes chefs. C'est vrai, mais voyons quand même toutes les restauratrices, toutes les chefs de restaurants qui sont pas forcément connus, qui font à manger de manière très simple et enfin très simple ou pas très simple d'ailleurs, mais en tout cas qui ont leur restaurant et qui font pas autant de bruit qui cherchent pas forcément la médiatisation, qui cherchent pas forcément les étoiles et compagnie. Et ça, il y en a plein, en fait. C'est ça ton message, quoi. La place des femmes, elle est hyper importante à ce niveau-là parce qu'en fait, il faut montrer que si c'est ça dont tu as envie, tu peux le faire. Tu peux le faire. Comme Manon Fleury, par exemple. Tu vois, il y a des femmes qui arrivent et c'est hyper important de pouvoir leur laisser la place si c'est cette place-là qu'elles ont envie de prendre. Et en plus, tu prends la place de personne en réalité. Tu fais ton truc et il n'y a pas de. C'est pas une licence 4, quoi. Il n'y a pas un nombre précis d'étoiles. Donc voilà. Mais si t'en as pas envie, c'est pas une fin en soi non plus, quoi. Mais comme c'est pas une fin en soi de participer à Top Chef, c'est pas une fin en soi d'être médiatisé, c'est pas. En fait, chacun prend le chemin qu'il a envie d'emprunter. Et c'est vrai que moi, là-dessus, vraiment, pour moi, le plus important. Et en tout cas la manière dont moi je mène ma carrière, c'est vraiment le fait de pouvoir être libre de faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Et après sur l'accessibilité aux femmes dans le métier, petit à petit on réussit à parler de ces sujets-là, à laisser de plus en plus la place aux femmes avec des métiers, avec des postes à responsabilité, qu'on essaye petit à petit de sortir de ce côté hyper genré. C'est difficile parce qu'il y a encore toujours des mecs qui freinent l'accès à ces femmes-là. Il y a un vrai sujet. En fait, dire qu'il n'y a pas de sujet, ça serait faux parce que actuellement dans les écoles, je crois que la part d'hommes et de femmes, c'est 50-50. Et qu'on n'y arrive pas du tout une fois qu'on a atteint plusieurs années de métier. On n'y arrive pas du tout. Après, il y a aussi beaucoup d'hommes qui arrêtent le métier. Enfin, il y a beaucoup de gens quand même qui démarrent des études dans la restauration. Je crois que c'est 30-35%. Ouais, ça a même encore augmenté récemment. Il y a quasiment une personne sur 2 qui quitte le décroche, secteur. Exactement. Donc c'est quand même c'est pas exclusivement un biais de genre, c'est aussi un problème structurel clairement dans la restauration. Enfin, même si on avance côté sexisme, on n'a encore pas fini du tout, quoi. Et d'ailleurs, c'est assez fou parce que moi, quand je disais que j'avais recruté une équipe là pour Plateforme, par exemple, j'ai très très peu de CV d'hommes, mais genre vraiment très peu. Et tu penses que, entre guillemets, à cause de toi, parce que c'est une femme je pense qui recrute. Je pense que j'ai plus de femmes qui ont envie de travailler avec moi parce qu'elles se disent que du coup, elles sont
elles seront bien accueillies, entre guillemets, enfin, qu'il y aura pas de, ça sera pas un sujet. J'ai 2 tiers de CV de femmes, 1 tiers de CV d'hommes, et encore si c'est pas 3 quarts, un quart, quoi. Et sur les postes à responsabilité, là par exemple, il y a 1 an et demi, j'avais recruté quelqu'un en salle pour chez Lago. J'ai pas eu de CV d'homme. En fait, moi j'ai une équipe 100% féminine, mais c'est pas forcément un choix. C'est en fait, j'ai eu que des CV féminins et qui en plus étaient compétents. Donc je vais pas aller chercher ailleurs. Mais comme quoi, il y a encore un peu de boulot, quoi. Il y a, oui, il y a clairement du boulot. Enfin, en fait, il y a clairement du boulot pour qu'on arrête de voir les personnes uniquement à travers leur genre, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, mon chef chez Plateforme est un homme transgenre, donc c'est aussi... Le sujet est dépassé. Voilà. Peut-être on va conclure là-dessus. Si tu as, on essaie de poser cette question à tous les invités qui passent. Si tu as un conseil, on a quand même des gens qui vont écouter ce podcast, qui galèrent à recruter. Toi, tu as la chance d'avoir une sacrée audience et en effet de recevoir... Je galère aussi à recruter. Tu galères aussi à recruter. Bah voilà. Est-ce que tu as 1 ou 2 conseils à partager qui peuvent être facilement activables pour des personnes qui, là, ont des postes ouverts? Déjà, alors je sais que c'est pas si facile, mais sur les postes les plus en bas de l'échelle, le SMIC national, selon moi, n'est pas le SMIC parisien. Donc il y a quand même un truc à voir, mais je veux dire, je pense qu'aujourd'hui payer des gens au SMIC à Paris. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Enfin, je veux dire, il faut quand même réaliser que on vit dans une capitale européenne, mais vraiment, dans une grosse capitale mondiale. Beaucoup de personnes diront qu'il est jamais assez haut, c'est pas faux, mais encore moins à Paris. Donc, je pense qu'il faut un peu revoir quand même les salaires à la hausse. Ça me semble assez primordial. Surtout sur les bas salaires. Ensuite, alors c'est pas forcément recrutement, mais moi je trouve que faire sentir aux personnes qu'on embauche qu'elles sont pas indispensables, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que moi la phrase genre, de toute façon personne n'est indispensable ici, tu peux prendre la porte si tu veux, ça c'est de la merde. En revanche, faire comprendre à ses salariés que la vie est pas censée s'arrêter au profit de leur travail, mais qu'ils peuvent vivre les moments importants de leur vie, comme des mariages familiaux, des naissances. Enfin, c'est important de faire sentir que tu peux avoir cette liberté-là dans l'entreprise. Et je pense que quand tu donnes cette liberté-là, en fait, déjà, il n'y a pas d'abus. C'est donnant-donnant. Enfin, en tout cas, moi, chez Lago, il y a vraiment ce truc-là. Et genre, il n'y a personne qui a jamais abusé de ça. Et ce qui est génial aussi, c'est que moi, ça me permet d'aller vivre ce que moi, j'ai à vivre, quoi. C'est-à-dire que moi par exemple j'essaye d'éviter de travailler le week-end, et on travaille quand même très souvent le week-end chez Lago parce que j'ai 2 enfants en bas âge et que j'ai envie de les voir le week-end. J'ai ni honte entre guillemets ni rien à justifier auprès de mon staff, parce que tu montres que c'est possible en fait. Ouais, voilà, exactement. Et je pense que montrer l'exemple, c'est un peu une des clés aussi. Être exemplaire, c'est primordial un peu sur tous les points. Et le dernier truc que je dirais pour le recrutement, c'est pas mentir en fait. Quand on fait une offre d'emploi, il faut aussi bien dire, certes, il y a des choses qui sont positives, mais prévenir les gens que ça va être difficile. Donner aussi les points négatifs, parce qu'en fait, il n'y a pas que des points positifs dans un boulot. Et ce qui est assez marrant pour ceux qui ont déjà fait des entretiens d'embauche dans la restauration côté candidat, en fait, c'est jamais le candidat qui se vend, c'est toujours l'entreprise qui se vend. Surtout aujourd'hui, ça c'est clair. Surtout aujourd'hui. Et évidemment, c'est toujours formidable. Sauf qu'en fait, non, tout n'est pas formidable. Et c'est vrai que donner les points négatifs, ça permet de savoir si tu vas être capable de les accepter ou pas, quoi. Et du coup, t'es pas surpris. Et si t'es pas surpris, en fait, d'un coup, ça se passe mieux, quoi. Pas de mauvaise surprise, en fait, quand tu sais ce qui va être plus compliqué à gérer. Donc, si on résume, c'est rémunération, c'est un sujet surtout sur les plus bas salaires. Ouais. Je sais pas comment l'appeler ton deuxième point, mais un peu flexibilité et confiance, quoi. Ouais, c'est un peu ces deux-là en même temps. Et le troisième, en effet, transparence sur la vie de l'entreprise et ce que tu vas y trouver. Super. Bon. Et merci beaucoup Chloé pour avoir partagé tous ces éléments sur le secteur de la restauration. Peut-être toute dernière question. Est-ce qu'il y a, selon toi, quelqu'un qui t'inspire beaucoup sur ces sujets-là et qu'on devrait, nous, essayer d'inviter pour recueillir un peu ses propos sur
le travail et les conditions de travail dans la restauration? Pour le coup, c'est un peu un aîné, j'en parlais au début du podcast, c'est Pascal Barbeau et Christophe Roy. Donc Pascal Barbeau qui est chef, Christophe Roy qui est en salle, qui ont compris très tôt ces enjeux-là. Et avec en plus, pour le coup, le prisme de la gastronomie étoilée, dont on dit que c'est particulièrement dur et qu'on ne peut pas faire autrement et compagnie. Et je trouve qu'ils ont réussi quelque chose. Ouais, ils ont réussi écrit quelque chose. Ils ont commencé à réfléchir à ces sujets-là très tôt. Et je pense que c'est important. Bah écoute, on compte sur toi, on va essayer de les avoir. Ce serait génial de les avoir les deux en même temps d'ailleurs. En plus, tu vois, tu parlais du côté salle, du côté cuisine et tout. Mais ça serait top. Sur un malentendu, je sais à qui je peux demander. Écoute, c'est gentil. Merci beaucoup Chloé, c'était passionnant. Merci encore pour ton temps et puis à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas à laisser un petit avis et à le partager autour de vous. Ça nous aide énormément à le faire grandir. Ce podcast vous est présenté par Rosk, la solution simple et rapide pour recruter du personnel en restauration. Pour en savoir plus, le lien est en description.